Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission que j'ai appelée Retro Time. Enfin, cette nouvelle série plutôt. En fait, je vais vous expliquer un peu le principe. Pour placer un peu le contexte, j'ai en fait une collection assez importante de jeux Mario en version japonaise sur leur support original. Donc pas d'émulateur, hein, vraiment les versions physiques des jeux qui s'étendent de la Famicom jusqu'à dernièrement la Wii U. J'ai reçu New Super Luigi U en version japonaise pour la Wii U. Voilà. Et donc en fait, j'avais l'intention de faire des vidéos en fait qui seraient de 20-25 minutes, ciblées chacune sur un épisode de la série Mario plus ou moins connu. Bon, pour commencer, je prends un jeu assez connu qui s'appelle Super Mario 64, hein, tout le monde le connaît, vous l'avez certainement reconnu, mais je pense faire des jeux beaucoup moins connus à l'avenir. Et d'ailleurs, pour commencer, ça a beau avoir l'air d'être Super Mario 64, ce n'est pas vraiment Super Mario 64. En fait, excusez-moi, mais j'ai fait quelques années de japonais, j'en ai fait 4, et j'ai un accent pas forcément parfait. Donc en fait, c'est une version du jeu, une réédition qui est sortie en juillet 97, qui s'appelle Super Mario Rokujuyon, donc c'est-à-dire Super Mario 64. Shindo Paku Taiyo Bashon. En fait, ça veut dire Super Mario 64 Rumble Pack version. En gros, c'est Super Mario 64 compatible, le Rumble Pack, là, le truc qui fait vibrer la manette. Et donc en fait, c'est une version du jeu, une réédition du jeu sortie uniquement au Japon, qui est compatible avec l'extension de la manette qui permet de vibrer. Donc c'est assez sympa, même si en fait il n'y a pas beaucoup de différences. Il y en a quand même quelques-unes, c'est-à-dire que le jeu au Japon avait... Attendez, je vais quand même le démarrer. Le jeu en fait au Japon avait quelques différences avec la version... européenne et américaine, c'est-à-dire que les voix étaient parfois différentes, c'est-à-dire que à un moment Mario il dit So long Bowser, un truc comme ça, et ben il ne le dit pas en version japonaise parce que Bowser ne s'appelle pas Bowser au Japon, il s'appelle Koopa. Donc il y a pas mal en fait de mots, enfin de trucs sonores qui sont quand même différents dans la version japonaise et qui en fait il y a quelques différences donc sonores qui étaient présents dans la version américaine, qui ont été remis en fait dans cette version, qui ont été transposés. Mais sinon, globalement, c'est le même jeu, avec juste la fonction vibration de nouvelle. Et en fait, elle est très anecdotique, c'est-à-dire qu'elle est surtout présente, par exemple, quand je fais une attaque rodéo, la manette vibre, quand je donne des coups de poing, elle est aussi présente, mais c'est assez anecdotique. Mais c'est quand même sympa de redécouvrir le jeu de cette façon. Donc voilà. Le principe de l'émission en fait c'est que à chaque fois je vous présenterai des jeux de l'univers Mario plus ou moins connus, mais en fait je vais ponctuer, comme je connais pas mal de choses sur l'univers Mario, je pense que vous le savez maintenant, je vais ponctuer ça de remarques qui portent déjà sur le level et le game design, parce que je suis game designer dans la vie de tous les jours, et aussi sur des anecdotes sur les jeux, parce qu'il y a des choses qui sont un peu inconnues aujourd'hui. Voilà. Et comme je dis, tous les jeux sont en version japonaise. Moi, je collectionne les jeux en version japonaise, j'en ai une soixantaine maintenant, en tout, je crois qu'il y en a 300 comptant les rééditions, donc ma collection commence, hein, elle est quand même loin d'être finie, mais voilà. Donc tout est toujours en version japonaise, donc je sais pas... Donc comme j'ai fait quand même 4 ans de japonais, comme je vous l'ai dit, mais je suis quand même pas une tête en japonais, hein, je sais lire, là... Mais j'ai quand même du mal. Parce que en fait, j'arrive à lire, mais je comprends pas forcément. Là, il y a marqué Batan Kingu no Toride, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais le lire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, comme ça on est bien avancé. Ok. Et donc voilà, je sais plus trop où j'en étais dans cette partie. Je vais un peu faire le tour. Moi j'avais 15 étoiles, je dois pouvoir aller battre Bowser, je pense. Voilà. Donc j'espère que cette série va vous plaire. Je pense que chacun... En fait ça apportera un peu de nouveauté à ma chaîne, parce que je trouve que pour l'instant ça tourne un peu en rond, il y a un peu toujours les mêmes choses. Il y a let's play de Banjo-Kazooie et let's play de New Super Luigi U, mais globalement ça se renouvelle pas, donc je pense que ça va faire du bien de voir de nouveaux jeux qui changeront chaque semaine. Oui, parce que cette émission sera une émission hebdomadaire. Je vais m'arranger pour que ça sorte tous les jeudis ou vendredis. Quelque chose comme ça. Voilà.
Alors, on ne présente plus vraiment Mario 64, si ce n'est que tout le monde n'a pas forcément connu le jeu. En fait, Super Mario 64, c'est un jeu qui était présent au lancement de la Nintendo 64. C'est le premier jeu Mario de plateforme 3D en fait. Même sans être un Mario, c'est peut-être même le premier jeu de plateforme 3D au monde. Donc il est énormément connu. En fait, moi je suis très sévère avec ce jeu, je l'avoue. Souvent je critique un peu plus ce jeu qu'il ne le mérite. Parce que, ok, sur 64 il y a eu de meilleurs jeux de plateforme 3D. Je compte... Oulala. Ok, voilà. Je compte par exemple Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie qui sont juste parfaits et qui sont beaucoup mieux que Super Mario 64. Mais en fait, j'oublie à chaque fois un détail, c'est que Super Mario 64 c'est le premier jeu de plateforme 3D. Donc c'est normal qu'il ait des erreurs, c'est normal qu'il soit moins bien que les jeux qui ont suivi après parce que forcément il a ouvert la voie. Mais il faut savoir un truc, c'est que s'il y a, comme j'ai un game designer qui travaillait avec moi dans ma boîte et qui disait qu'il y a quand même 2 jeux qui ont ouvert les fondaments du jeu 3D, qui ont prouvé en fait que le jeu vidéo pouvait s'ouvrir à la 3D, que c'était possible. Parce qu'en fait avant on n'y croyait pas trop. À chaque fois qu'on avait des adaptations de jeux 2D en 3D, c'était nul. C'était des sous-jeux qui étaient complètement inintéressants. Et donc là en fait il y a 2 jeux qui ont ouvert la voie au jeu 3D. Le premier c'est Half-Life qui est un FPS en 3D, qui est l'un des premiers jeux à avoir en fait donné cette espèce de notion de grandeur. C'est-à-dire qu'on était un peu comme il y a des décors assez vastes, assez grands. Moi je dis pas trop joué, mais c'est d'après ce que j'ai vu. En fait on avait vraiment l'impression pour la première fois que la 3D pouvait nous offrir des décors vastes, variés et qu'on pouvait avoir cette impression en fait de grandeur. On avait l'impression que les jeux étaient vraiment immenses. Ce qui était une première en fait. C'était un peu ce que la 3D voulait apporter au début, mais ce qu'elle a eu du mal à faire parce que les jeux 3D étaient un peu pourris pendant un temps. Et Super Mario 64, parce que Super Mario 64 a montré que, on peut adapter n'importe quel genre de gameplay à la 3D. Parce que Mario, et Super Mario Bros, c'est quand même les meilleurs jeux. Bon, les meilleurs jeux. Je sais que des gens seront pas d'accord avec moi, mais c'est quand même les meilleurs jeux de plateforme 2D. Moi je pense que c'est les meilleurs jeux 2D tout court, mais c'est quand même en dehors de ça les meilleurs jeux de plateforme 2D parce qu'ils exploitent à fond, enfin ils ont vraiment un gameplay basé sur les 2 dimensions et c'est le meilleur gameplay qu'on pouvait trouver par rapport aux 2 dimensions. Et donc Mario 64 a prouvé que même le jeu le plus 2D entre guillemets au monde pouvait s'adapter à la 3D. Et c'est quelque chose de vraiment grandiose. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est quelque chose de vraiment mince. On avait vraiment du mal à penser que ça pouvait être le cas. Voilà. Et lui, faut que je l'attrape, ça fait une étoile facile. Mince, voilà. Et donc voilà, Mario 64, c'est malgré tout ce qu'on peut dire l'un des plus grands jeux de notre époque. Il y a rarement eu de... C'est vraiment un chef-d'œuvre. Même si j'ai du mal à y jouer aujourd'hui pour beaucoup de raisons, parce que je suis pas né dans... Mon apprentissage du jeu vidéo s'est fait par Super Mario 64, je l'avoue, mais j'ai pas aimé le jeu pour beaucoup de raisons, parce que le gameplay était un peu compliqué pour quelqu'un qui commençait le jeu vidéo, et donc j'ai eu du mal à m'y mettre. Voilà, mais aujourd'hui je reconnais toutes ses qualités. Voilà. Bon, j'abandonne un peu le lapin. Voilà. Donc voilà. Globalement, Super Mario 64, c'est l'un des jeux qui a marqué tant d'esprit parce que, pas forcément parce qu'il est excellent, mais parce qu'il a ouvert la voie à toute une génération de jeux aujourd'hui. Et donc imaginez, n'empêche, des jeux mais tout bêtes qui n'ont strictement rien à voir comme je sais pas, Uncharted. Uncharted ne serait pas du tout ce que ce serait. Même Assassin's Creed, des jeux comme ça ne seraient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui si Super Mario 64 n'avait pas vu le jour et ne leur avait pas ouvert la voie. Honnêtement, objectivement, quoi qu'on pense de Super Mario 64, quoi qu'on pense de Mario en général, on peut pas nier ça. Donc voilà. Et oula. Ok, dégage. Ok, non stop. Ok, voilà. Bref, et donc voilà. Bon, j'ai fait en gros le tour de ce que je voulais dire sur Super Mario 64, mais voilà. Ouf.
Donc Super Mario 64, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, même si je pense qu'il y en a peu, c'est la transposition en fait de Super Mario World ou de Super Mario Bros 3 en 3D. C'est-à-dire qu'on va retrouver Mario qui, au lieu de chercher, au lieu d'aller au drapeau de fin de niveau, va devoir aller chercher des étoiles de puissance. Celles-là, ces étoiles-là. Donc en fait, même apparemment, Miyamoto avait dit, a dit plusieurs fois dans des interviews qu'à l'origine, Super Mario 64 devait proposer, en fait, devait être des niveaux linéaires qui devaient se finir par un drapeau, comme dans les premiers Super Mario Bros. Mais que cette idée a été rapidement abandonnée parce qu'elle collait pas franchement à l'univers qu'ils voulaient rendre. C'est compréhensible. Surtout qu'à l'époque, il y avait quand même des problèmes de gestion de caméra, que ça n'aurait pas forcément été le mieux. Mais c'est par exemple ce qui va être fait avec Super Mario, ce qui a été fait avec Super Mario 3D Land et ce qui va être fait avec Super Mario 3D World. C'est un peu les idées de base de Super Mario 64 retransposées aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a les moyens de le faire. Au niveau de la gestion de caméra, on a assez de retours, etc. pour le faire. Voilà. Mais en dehors de ça, ce que peu de gens ignorent, ce que peu de gens savent, c'est que Super Mario 64, qui est quand même l'un des jeux les plus vendus sur 64, je suis pas sûr que ce soit le jeu le plus vendu de la 64. Je crois que si, mais je pourrais pas l'assurer. J'hésite quand même avec Mario Kart et Super Smash Bros. Mais ça se trouve c'est lui, hein. Il y a de grandes chances que ce soit lui. Mais bref, en tout cas, Super Mario 64 a été tellement bien vendu que Nintendo avait prévu de sortir une suite qui s'appelait tout bêtement Super Mario 64 2. Et beaucoup de gens l'ignorent aujourd'hui parce qu'en fait cette suite n'a jamais vu le jour. Pour replacer le contexte, Oula, ok, bravo à moi. Nintendo a sorti, je sais plus quand c'était, ça devait être en 98 ou en 97, une extension de la Nintendo 64 qui s'appelait le Nintendo 64 DD. DD pour Disk Drive. En fait, c'était un lecteur de CD, mais c'était pas vraiment des CD en fait, c'était plus des disquettes qu'on insérait en extension sur la console et qui se lisaient. Il y a très peu de jeux qui sont sortis sur cette extension parce qu'en fait cette extension n'a pas marché. Elle est sortie à un prix mais exubérant, elle coûtait plus cher que la console, je crois que 350 ou 400 euros, enfin l'équivalent en yens quoi. Et donc c'était quelque chose de complètement fou. Et en plus de ça, il y avait très peu de jeux qui sont sortis dessus. Il y a une extension pour F-Zero qui permettait de customiser ses véhicules et etc. Mais ça a été plutôt critiqué parce qu'en fait apparemment Nintendo a un peu abusé et ils auraient pu tout mettre en fait sur la cartouche de jeu et ils ont volontairement pas tout mis sur la cartouche de jeu pour sortir une extension. Donc les gens n'ont pas trop apprécié. Et donc ils ont quand même sorti une extension, mais voilà. Ils ont sorti quoi d'autre 64DD? Ils ont sorti SimCity 64, Doshin the Giant. Alors Doshin the Giant qui est sorti sur GameCube ensuite. Ça a été beaucoup critiqué parce qu'apparemment c'est l'un des jeux les plus moches du monde. Je sais pas, j'y ai pas joué. Et aussi, bon, il y a eu d'autres jeux, mais je sais qu'il y a eu 4 Mario qui sont sortis dessus, qui sont 4 Mario Artistes en fait. C'est une série de jeux qui s'appelle les Mario Artistes. Oh non, 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 c'est pas possible, je vais pas mourir ici. Voilà, ouf. Et donc en fait, ces jeux, c'est Mario Artist Paint Studio, qui est en fait la suite spirituelle de Mario Paint sur 64. Il y a aussi eu Mario Talent Studio. Je vais pas rentrer dans les détails, mais parce que je les ai ces jeux, mais je vous les présenterai plus tard. Mais donc Mario Talent Studio, c'était un peu le prémisse d'Emily. Il y a eu aussi, je sais qu'il y a eu Communication Kit, mais lui il permettait de partager en fait ses créations sur le web. Il y a eu quoi d'autre? Mince. Voilà. Il y a eu autre chose, je sais plus trop ce que c'était. Ah, il y en a eu un dernier, mais je sais plus ce que c'était. J'en ai plus souvenir là. Bref, bon, il y en a eu un autre, je sais plus ce que c'était. Je vous en reparlerai une autre fois. Mais donc ces jeux sont sympas, mais c'est pas des jeux qui font fondre un système quoi. Donc les gens n'ont pas acheté le 64DD parce qu'il y avait rien qui les intéressait dessus et que ça coûtait trop cher. Et donc, beaucoup de jeux étaient prévus sur 64DD. Notamment Earthbound 64. Earthbound c'est Mother, donc le truc avec Ness et Lucas. Donc il y avait une suite qui était prévue en 3D sur 64DD et qui n'est jamais sortie donc à cause de l'échec du 64DD. Ok, merci, bravo. Il y a aussi comment dit-on il y a eu
il devait y avoir aussi Ura Zelda. Ura Zelda, c'était une extension de Zelda Ocarina of Time qui devait présenter de nouveaux donjons et la version Master Quest en fait, mais qui n'est jamais sortie non plus pour les mêmes raisons. Puis Banjo-Kazooie devait avoir une extension. Banjo-Tooie en fait devait sortir 64DD et permettre une connectivité entre les deux supports. Mais malheureusement, ça n'est jamais sorti parce que le 64DD a été un échec et qu'il n'est jamais sorti en dehors du Japon. C'est les aléas, on peut rien y faire. Voilà. Puis il y avait l'un des jeux prévus qui était Super Mario 64 2. Alors Super Mario 64 2 devait être un jeu, en fait, devait être donc la suite de Super Mario 64. Il n'y a pas beaucoup de détails qui ont filtré sur le jeu, Miyamoto en a juste parlé vite fait. Mais en gros, on devait retrouver le jeu en version... avec on recherche des étoiles, on combat Bowser, etc. Mais la grande nouveauté du jeu était qu'en fait Luigi était censé... bravo à moi. Que Luigi était jouable, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu était fait pour être un jeu multijoueur. Luigi devait être le second joueur jouable et on devait simultanément pouvoir partir à la recherche des étoiles. Donc c'est très dommage que ce jeu n'ait jamais sorti. Et en fait, une démo a été faite de ce jeu, une démo technique, donc il n'est jamais sorti des locaux de Nintendo. Miyamoto en a parlé vite fait et a dit qu'en gros, dedans, il y a le premier niveau de fait, avec Mario et Luigi jouables, tous les deux en même temps. Et en fait, le développement n'est pas allé plus loin, mais on n'a pas beaucoup de raisons quand même, parce que Miyamoto a dit que le jeu est resté 1 an sur son bureau, et qu'il a jamais su quoi en faire en fait. Il devait être perdu entre continuer un jeu pour le sortir sur un support complètement mort ou le transposer pour un autre système, parce qu'il semblerait en fait qu'il y ait des éléments genre de Mario Galaxy qui soient tirés de Super Mario 64 2. On sait pas lesquels, mais apparemment c'était le cas. Donc voilà. Et c'est plutôt triste en fait, parce que c'est quand même fou que l'un des jeux les plus vendus de l'époque n'ait jamais eu de suite. Voilà. Donc Super Mario 64 2, l'un des nombreux jeux Mario quand même. Il y en a beaucoup de jeux Mario qui ont été annulés. Donc c'est l'un des nombreux jeux Mario qui ont disparu dans les oubliettes de Nintendo. Voilà, ça arrive. Toute boîte de développement a ses jeux jamais sortis. Moi je sais, j'ai travaillé dans une boîte de développement et donc je peux pas dire, j'ai pas le droit. Donc je vais m'arrêter un peu là, mais donc, nous on avait bien une bonne... je sais pas, une demi-douzaine de jeux qui sont jamais sortis. Donc voilà, ça arrive dans toutes les boîtes de jeux. Mais c'est plus triste quand ça arrive par exemple à un Mario, parce que quand ça arrive à une licence connue, c'est triste. Quand ça arrive à un Sonic, un Mario, un Megaman, c'est tout le temps triste parce qu'il y a les fans qui sont déçus, qui attendaient et qui sont déçus. Mais c'est comme ça. Et les dernières nouvelles qu'on a eues du jeu sont en 1999, quand le magazine Nintendo Dream a eu des interviews exclusives pour ses 10 ans et a dit donc justement que Nintendo prévoyait de sortir le jeu à la fin de l'année 99. Et finalement, plus jamais de nouvelles. Le jeu a genre disparu complètement. Miyamoto en a reparlé, mais c'était en 2006 je crois. Et on a reparlé vite fait pour dire que le jeu, il l'avait complètement oublié en fait. Pour dire qu'en gros il savait même pas de quel jeu on parlait. Donc c'est bien triste. J'aurais bien voulu retrouver le gameplay de Mario 64 dans un nouvel... en multijoueur. Parce que bon, à la fin de l'année, il y a Super Mario 3D World qui sort. Super Mario 3D World va certainement être un très bon jeu, parce qu'il va proposer... C'est le premier Mario 3D à être multijoueur. Mais il a quand même une différence, c'est que ça reste un Mario linéaire. Moi j'adore ça, j'adore ça les Mario linéaires. Je préfère même limite ça plus que les Mario 3D genre Mario Sunshine ou Mario 64. Mais ça n'empêche que ça aurait peut-être été super sympa de faire un Mario 64 ou un Mario Sunshine en multijoueur. Honnêtement ça aurait été cool là, imaginez on est à 2 dans le manoir debout là et on se court après, enfin ça aurait été quelque chose, enfin on court après l'étoile, genre le premier qui va choper l'étoile, le premier qui va tuer Boo, ça aurait pu être un truc vraiment d'enfer. Mais bon, c'est comme ça. Il y a peut-être aussi un problème que les gens pensent rarement, mais qui en fait est bel et bien réel, c'est que c'est pas parce qu'on a une bonne idée à la base que l'idée peut être exploitable en termes de gameplay. Moi je suis bien placé pour le dire, vu comme je vous l'ai dit je suis game designer,
Mais il y a plein d'idées qu'on a qui sont très bien sur le papier. Genre on se dit oui, ça pourrait rendre un jeu vraiment génial. Mais qui en fait, une fois qu'on les met en place, on crée un prototype, on se rend compte qu'elles sont pas marrantes. Elles sont juste nulles. Et donc ça donne pas envie de continuer le projet, d'un côté. Et de l'autre, bah on pense que personne n'y jouera, parce que c'est juste pourri, quoi, comme idée. Et ça arrive, mais tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez triste. Alors, là, je sais plus... le titre de l'étoile, c'est Ukanda Fune, je sais même plus comment on lit ça. Fune no Akacoin. Ah, Akacoin. Akacoin, c'est dire pièce rouge. Ok, donc c'est la recherche des pièces rouges. Ah, ça je sais lire. Akacoin. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc qui est assez fou avec la langue japonaise, c'est que la langue japonaise, ces derniers temps, enfin ça fait quand même plusieurs années, perd complètement en fait sa souveraineté. C'est-à-dire que nous on dit souvent oui le français est complètement parasité par la langue anglaise, on dit des mots anglais tout le temps, genre les gens disent cool et tout, des mots anglais au lieu de dire des mots français, etc. Mais c'est pire en japonais. En japonais, quasiment tout le temps, les japonais préfèrent utiliser des mots d'origine anglaise que d'utiliser les mots dans leur version japonaise. Genre dans Animal Crossing par exemple, j'ai commencé à jouer Animal Crossing en japonais, et si vous avez déjà joué un peu Animal Crossing, on peut faire passer des circulaires administratives. Il y a l'une des circulaires administratives, c'est pour que notre ville devienne une ville riche. Et donc moi quand j'ai joué au jeu, j'avais pas compris s'il y est marqué, parce qu'en fait il y a marqué en gros ville Richie. Et Richie, moi je me disais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je connais pas ça comme mot. Et parce que moi, c'est pas comme ça que je dis riche en japonais, c'est pas comme ça que j'ai appris à dire riche en japonais. Et donc, j'ai genre badé pendant quelques temps, et en fait, j'ai même utilisé Google Trad, quoi, c'est pour dire. Et Google Trad comprenait pas ce que je voulais dire. Et en fait, c'est tout bête, Richie, c'est leur nouvelle façon de dire riche. Alors, donc les japonais, de plus en plus, préfèrent utiliser des mots étrangers, enfin des mots anglais, même des mots français, plutôt que leurs propres mots. Genre pour dire sexy, les japonais disent sexy. Bon, je le dis pas avec l'accent, non, ce serait plus genre sekushi, mais ils préfèrent dire sexy que dire un vrai mot qui voudrait dire sexy, dans leur langue. Donc genre là, aka coin, aka c'est rouge, et coin, c'est coin, le mot anglais pour dire pièce. Voilà. Donc je commente pas trop ce que je fais, parce que comme je l'ai dit, genre 90% des gens qui vont regarder cette vidéo connaissent Super Mario 64. Je suis en plus pas un très bon joueur à Super Mario 64, donc j'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Surtout sur ce que je fais, j'ai plutôt des choses à dire, genre comme je vous l'ai dit, des anecdotes, etc. Mais surtout que là je galère parce que je trouve pas les pièces rouges. Mais voilà, en tout cas j'aurai sûrement plus de choses à dire, parce que j'ai des jeux quand même plus inconnus à vous montrer. On passera par des jeux plus connus, genre comme j'ai beaucoup de jeux Mario, comme je vous dis, j'ai des jeux comme Paper Mario, Mario Party, Mario Kart, ça je les ferai, c'est des jeux que tout le monde connaît. Mais je ferai aussi des jeux un peu plus rares, je pense par exemple au premier jeu de sport Mario, ou au Famicom Grand Prix, etc. Alors où est la dernière pièce rouge? Je l'avais déjà cherché et genre je l'avais pas trouvée. J'ai aucune idée d'où elle peut être. Ah, pour la petite anecdote, ça c'est Unagi l'anguille. Ah oui, elle s'appelle Unagi l'anguille. Mais Unagi, en fait, Unagi, en japonais, ça veut dire anguille. Déjà, je sais pas si les gens ont déjà fait gaffe, mais quand on va dans un restaurant japonais et qu'on prend des sushis à l'anguille, ou un truc à l'anguille, il y a marqué Unagi. Ça veut dire anguille. Et en fait, Unagi l'anguille, c'est un peu pour dire anguille l'anguille. c'est pour ça que je n'avais pas capté quand j'étais petit, mais depuis que je fais du japonais, ça me faisait un peu marrer. Parce qu'en japonais, je pense pas qu'elle s'appelle Unagi l'anguille, mais même en anglais, parce que Unagi, je pense pas. Mais même en anglais, elle s'appelle Unagi the Hill. Et Hill ou L, je prends un mauvais accent anglais, c'est 2 E-L, voilà. Et même en anglais, c'est Unagi l'anguille. Donc voilà, c'est assez marrant.
Mais ah oui, donc je voulais vous raconter l'anecdote, mais quand moi j'étais petit, et ben en fait j'avais super peur de ce niveau. Je détestais le faire quand j'étais seul chez moi. Parce que l'anguille me faisait peur, mais comme jamais. Genre Mario j'en faisais presque des cauchemars. Et ça m'a tellement choqué que j'avais énormément peur des niveaux marins dans les jeux. Quand je jouais à Rayman 2 et que j'allais sous l'eau, je détestais ça. Mais pour les jeux 3D, pour les jeux 2D, on a moins cette peur en fait. Mais même j'avais joué à Echo, le dauphin là, genre j'avais joué sur PS1 ou PS2, je sais même plus. Je sais même pas si c'était Echo en fait, mais c'était un jeu du genre où on était un genre de dauphin et on était sous l'eau, voilà. Et je me souviens que j'avais eu genre la peur de ma vie, mais j'avais fait un niveau où on était dans les profondeurs de l'eau, mais c'était sombre et j'avais trop peur. Ah, elle est la dernière. J'avais même pas fini le niveau, j'avais juste quitté le jeu tellement ça m'avait fait flipper. Donc voilà, ces trucs comme ça, c'est marrant. Aujourd'hui, je m'en moque totalement parce que je sais que c'est qu'un jeu vidéo. Mais quand j'étais petit, je devais avoir 9 ans, 10 ans, peut-être même moins, donc ça me faisait flipper. Donc voilà, la dernière étoile qu'on va choper. C'est aussi le premier jeu Mario dans lequel il y a le triple saut. Qui est ensuite venu dans les New Super Mario Bros. Ce Mario, en fait, a apporté beaucoup de nouveaux mouvements, genre par exemple les coups de poing, ou les coups de pied, etc. C'est des mouvements qui sont ensuite exploités dans les Mario Party, etc. et dans les autres Mario 3D. Mais non, je crois qu'ils sont même pas dans les autres Mario 3D. Mais bref, c'était une nouveauté en fait, parce que en fait, la grande difficulté de Mario 64, c'est qu'en fait, dans les Mario, le but du jeu, c'était quand même le saut. On sautait sur les ennemis. Et donc là, en fait, il y a une espèce d'imprécision au fait qu'on soit en 3D, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de sauter sur un Goomba. Et donc pour pas trop compliquer le gameplay, ils ont rajouté des coups de poing pour qu'on puisse détruire les ennemis avec des coups de poing. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur Super Mario 64, avec en arrière-plan un petit gameplay que j'ai fait en live, j'ai tout fait ça en live, j'ai pas enregistré mon gameplay avant, puis fait le commentaire après. Donc voilà. J'espère que cette nouvelle série d'émissions va vous plaire. En fait, sur la page d'accueil de ma chaîne, vous pouvez trouver un lien qui s'appelle Super Kirby the World et qui vous emmène sur un blog en fait. Un blog à moi qui présente ma collection, que j'ai d'ailleurs pas actualisé depuis longtemps et qu'il faudrait peut-être que j'actualise un jour. Mais en gros, vous avez une page collection dans laquelle vous avez la liste de tous les jeux Mario que j'ai. Et donc, si vous allez sur cette page et que vous voyez des jeux que vous voulez que je vous présente, parce que vous ne les connaissez pas, ou parce que vous les connaissez peu, ou que vous voulez connaître mon point de vue dessus, tout bêtement, et allez sur cette page et mettez-moi en commentaire de la vidéo les jeux que vous aimeriez bien voir. Par contre, pour l'instant, je vous préviens, je peux pas trop capturer de jeux sur console portable, genre Game Boy et DS, je peux pas pour l'instant, parce que pour la Game Boy, je le pourrai prochainement, parce que je vais recevoir le Game Boy Player pour la GameCube, mais pour la DS, ça va être un peu compliqué, parce que pour l'instant, j'ai pas d'outil de capture pour la DS. Voilà. Et une dernière chose, comme vous avez pu le voir, le générique a un peu changé. J'ai un générique spécial pour cette série d'émissions, donc merci encore à Studio Pius, là je l'ai bien dit, pour avoir fait ce générique. Merci beaucoup à lui. Et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Donc voilà, merci à tous. Bye.